Merci d'écouter Radio Campus Bordeaux. On retrouve tout de suite Samantha puisque c'est le moment de faire le point sur l'actualité internationale. Salut Samantha. Salut Sophie, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire un flash info, un petit tour du monde, mais on va surtout se concentrer sur l'Ukraine et la Russie. Oui, ça fait longtemps que j'en avais pas parlé, là j'en avais très envie. Donc je suis tombée sur une première information qui vous a peut-être échappé, mais qui risque d'hérisser le poil à plus d'un. Selon l'agence Reuters, l'Ukraine aurait notifié au Conseil de l'Europe sa décision de ne plus respecter certaines des garanties de la Convention européenne des droits de l'homme dans les zones de l'Est du pays. La possibilité de déroger à la Convention de 1950 est prévue par son article 15 qui stipule seulement en cas de guerre ou en cas d'autres dangers publics menaçant la vie de la nation. Étant donné que la seule chose qui menace la vie de leur nation sont les nazis qui se trouvent dans leur gouvernement, notamment à des postes militaires clés, le message paraît plutôt clair. L'Ukraine préfère se déclarer en état de guerre plutôt que de respecter la Convention de Minsk et les droits de l'homme. Heureusement, si l'on peut dire, le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Thorbjørn Jagland, a dit dans un communiqué que cette décision n'empêcherait pas la Cour européenne des droits de l'homme d'examiner les requêtes qui seraient introduites contre l'Ukraine. Espérons en effet qu'il tombe par exemple sur des requêtes traitant de l'affaire d'Odessa ou même très récemment qu'il constate que ceux qui violent constamment le régime de cessez-le-feu se trouvent peut-être plutôt à Kiev. Par exemple, alors que les choses s'étaient calmées récemment, le 13 juin a été enregistré 99 tirs d'obus sur la population de Donetsk. 25 obus de chars et 74 mines de calibre 82 et 120 mm pour être plus précise. C'est comme ça qu'on traite une minorité qui n'a pas les mêmes opinions que le gouvernement. Le seul tort de ces populations est d'avoir voulu prendre son indépendance par rapport à un gouvernement fascisant. Et si les gouvernements occidentaux soutiennent ces néo-nazis, je peux vous dire qu'on a beaucoup de soucis à se faire pour notre liberté d'expression et même de pensée. Obama s'est par exemple montré très clair sur ses méthodes dans une interview accordée à la chaîne de télévision Vox. Il a avoué que le leadership américain impliquait de, je cite, forcer la main des États qui ne font pas ce que nous voulons, fin de citation, et que les États-Unis comptaient sur la force militaire et autres leviers pour atteindre leur but. Quant à la question des Russes, qui deviendraient de plus en plus agressifs, soi-disant, c'est un comble. Certains feraient mieux de se regarder dans un miroir avant de parler. Les Américains sont en train de fournir en armes lourdes les pays voisins de la Russie, notamment les pays baltes, la Roumanie, la Bulgarie, et la Hongrie reste encore incertaine. Et tout cela dans un silence médiatique assourdissant, évidemment. De même sont passées sous silence les incursions américaines en mer Noire, tout près de la frontière russe. Le président russe a d'ailleurs fait un commentaire plutôt rassurant récemment. Je crois que seul un fou, et seulement dans un rêve, peut imaginer que la Russie attaque soudainement l'OTAN. Il me semble que certains pays tirent simplement profit des craintes des gens par rapport à la Russie. Ils veulent juste jouer le rôle de pays aux avant-postes qui devraient recevoir certains équipements militaires supplémentaires, des aides économiques et financières et autres. Et oui, la Russie fait de fortes manœuvres militaires, je sais que vous allez me le dire, mais bon, les autres aussi, et puis tous les pays en font régulièrement. Rien de nouveau sous le soleil à ce niveau-là. Enfin, pour finir, avec la partie ukraino-russe du monde, tandis que certains, comme les Grecs, n'arrivent pas à se dépêtrer de leurs dettes, d'autres, comme Petro Poroshenko, ne s'embêtent pas avec les échéances de remboursement. Car l'Ukraine doit des milliards à la Russie, il faut aussi le savoir. Le pays étant au bord du défaut de paiement, le président ukrainien a signé un texte de loi voté il y a quelques jours au Parlement ukrainien qui donne le droit à l'État de cesser les remboursements de sa dette étrangère en cas de besoin. En cas de besoin, on ne sait pas pourquoi, tout va bien dans l'Ukraine qui se fiche de toutes les règles du monde. Maintenant, on passe à la Macédoine, où une révolution de couleurs risque d'avoir lieu dans ce pays à l'histoire complexe. Des manifestations violentes ont eu lieu à l'encontre du gouvernement actuel qui est accusé de corruption par les nationalistes albanais. Des attentats ont été commis par ces mêmes manifestants qui ensuite vont comparer Gruevski, donc le président de la Macédoine, à Adolf Hitler. Du grand n'importe quoi. Dans les faits, il y a une dispute avec les pays voisins et les États-Unis concernant une pipeline acheminant du gaz vers l'Europe et un chemin de fer pour la route de la soie. Les leaders de l'opposition social-démocrate s'amusent également à monter la population contre le gouvernement en l'accusant d'avoir écouté les conversations téléphoniques de 20 000 Macédoniens. Donc soit le gouvernement a donc des antennes de la NSA, soit ces accusations sont totalement infondées. Il faut savoir que la Macédoine ne compte que 2 millions d'habitants, c'est un tout petit pays, ils n'ont pas les moyens d'écouter 20 000 personnes, ils n'ont certainement pas le matériel pour le faire. Donc les dites accusations étant soi-disant fondées sur des écoutes du gouvernement, ce serait donc l'opposition qui aurait un partenariat avec la NSA pour pouvoir faire fuiter ce genre de conversation.
Bref, de plus, George Soros, riche américain qui s'était aussi mêlé des manifestations de Maïdan, serait en train d'organiser des conférences fréquentes en Macédoine via la fondation américaine National Endowment for Democracy, qui s'est fait une spécialité de renverser les gouvernements de l'Europe de l'Est depuis 1983, sous couvert de promouvoir la démocratie. Je vous conseille vivement la lecture des 2 articles principaux que j'ai utilisés. Le premier se trouve sur le site legrandsoir.info, donc legrandsoirtoutattaché.info, et s'intitule « Macédoine, la révolution de couleur en vue sans le gaz ». Et le deuxième se trouve sur le site du Seker francophone et s'intitule « Bis repetita, une révolution de couleur en Macédoine ». Enfin, nous allons faire un tour en Algérie. Le site d'information Bastamag a fait un excellent dossier sur le conflit qu'il y a en Algérie autour du gaz de schiste. Je vous lis le résumé qu'il y a sur l'article. Le groupe français Total, d'autres multinationales pétrolières ainsi que le gouvernement algérien sont dans la ligne de mire d'une contestation écologique et démocratique inédite en Algérie. Depuis le 31 décembre 2014, un mouvement citoyen opposé à l'exploitation des gaz de schiste secoue le pays. Parti d'Insallah, une ville de 50 000 habitants au cœur du Sahara, proche des sites de forage, le mouvement accuse la multinationale pétrolière française de recourir à l'utilisation de la fracturation hydraulique sur leur territoire, alors même que cette technique fait l'objet d'une interdiction en France depuis 2011, et dénonce l'inconséquence de l'entreprise publique Sonatrach et du gouvernement algérien qui font peser sur la région de graves risques de pollution. Malgré la répression, le mouvement se poursuit. Pour en éclairer les ressorts et l'importance, et interroger le rôle de Total ainsi que des États algériens et français, Basta et l'Observatoire des multinationales ont rendu public un rapport sur Total et les gaz de schiste en Algérie. Donc je vous conseille vivement d'aller regarder sur le site de Bastamag et de vous renseigner sur toutes ces actualités. Merci Samantha pour cette chronique et puis pour nous faire connaître de nouvelles sources d'informations. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière chronique Actu internationale de l'année, de la saison. On va écouter le trompettiste jazz. Il s'agit de Stéphane Belmondo pour la chanson d'Hélène.
ボルドーキャンパス88.1 Campus Bordeaux 88.1